Le Figaro hors série, Georges de la Tour. Il fut le Caravage français, peintre des diseuses de bonne aventure et des madeleines repenties, qui transfigura la nuit à la lueur d'une bougie. À l'occasion de l'exposition du musée Jacques Marandré, le Figaro hors série vous emmène sur les traces de Georges de la Tour. Le Figaro hors série, Georges de la Tour, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. C'est un drôle de type, votre Georges. C'est un rêveur. Il n'a jamais voulu tout ça. Cet argent, ce succès, ça le dépasse complètement. Avec ce film, il essayait juste de retrouver la magie de son enfance. Et est-ce qu'il l'a trouvée ? J'ai peur qu'il ne la retrouve jamais, mais qu'il continue à la chercher sans relâche. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de la saga Les Guerres de Lucas, signé Laurent Hoffman et Renaud Roche, qui plonge le lecteur dans les coulisses mouvementées de la création de Star Wars. Multiprimé, le premier épisode, sorti en 2023, a largement conquis le public et la critique. L'aventure continue dans le second volet, qui sortira le 8 octobre aux éditions de Man. Je m'appelle Aurélia Vertaldi et aujourd'hui, je suis avec le scénariste de ce roman graphique. Bonjour Laurent Hoffman. Bonjour. Les Guerres de Lucas rappellent avec brio que la création d'un mythe relève de l'épopée, d'une extraordinaire aventure humaine. Dans le premier volet, le lecteur suit la jeunesse d'un visionnaire, marqué par un imaginaire forgé par les aventures de héros extraordinaires, Flash Gordon en tête, un esprit rebelle et indomptable qui façonnera sa persévérance face à un univers régi par l'argent, où le jeune réalisateur peinera à imposer son univers. Le second volet présente George Lucas riche à millions, fort du succès du premier Star Wars, déterminé à s'affranchir de la dictature des studios pour se lancer dans la production de l'Empire contre-attaque qui vire au cauchemar. Dans votre série passionnante et relayée par le dessin de Renaud Roche, George Lucas n'est pas seulement le créateur d'une saga devenue mythique, annonciatrice d'une nouvelle ère cinématographique, mais le héros des rêveurs du monde entier. Alors, j'ai une première question. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur Lucas alors que tant d'encre a déjà coulé sur le sujet ? Ce qui m'a intéressé dans cette histoire, dans l'histoire de George Lucas, plus que la création de Star Wars, c'est le parcours humain d'un jeune introverti qui a cette vision, qui a envie de retrouver en fait la magie de l'enfance, ce qui lui le faisait vibrer. Dans une ère, les années 70, on sort de la guerre du Vietnam, c'est une ère un peu morose aux États-Unis. Le cinéma est englué dans des thèmes froids et durs. Et lui, il a envie de rêve, il a envie de proposer aux enfants ce qui lui le faisait rêver. Et il va avoir cette idée de reformuler, avec les moyens technologiques nouveaux, une saga qui va être son Flash Gordon de l'enfance, toutes ces séries télévisées qu'il aimait tant dans l'enfance, et d'en refaire un film. Parce que c'est ça le génie de George Lucas, c'est d'avoir réussi à reproduire, à régurgiter en quelque sorte tout ce qu'il avait emmagasiné enfant. Et enfant, pour lui, c'était la télévision, c'était l'avènement de la télévision de divertissement américaine, qui avait du mal à produire du contenu pour les jeunes téléspectateurs. Donc, ce qui s'est passé sur la plupart des chaînes de télévision, c'est qu'ils ont racheté des courts-métrages qu'on passait au cinéma dans les années 30, qui s'appelaient les serials, qui étaient des petits courts-métrages qu'on passait avant l'attraction principale, le film, au cinéma. Et donc, c'était une sorte de série télévisée avant l'heure. Il y avait Flash Gordon, il y en avait plein d'autres. Et Lucas va redécouvrir ces téléfilms, courts-métrages, séries télé à la télévision dans les années 50. Et c'est ça qu'il va vouloir recréer à sa sauce. Donc, Indiana Jones naîtra de la même inspiration. Ça va être ça, Star Wars, ça va être une manière de reproduire ce qui l'avait émerveillé dans l'enfance. C'est donc ce parcours-là que je trouve particulièrement intéressant, de ce jeune homme qui paie pas de mine, qui est un peu chétif, qui est pas du tout imposant, qui est introverti, réservé, et qui malgré tout a des qualités humaines très très nobles, la détermination, le courage, l'audace, aussi une grande générosité. Donc c'est ça qui m'a touché. J'ai découvert cet homme que je connaissais en tant que fan, mais en plongeant dans les recherches approfondies, j'ai pu voir à travers tous les témoignages, et ils sont nombreux, qui il était réellement. Et j'ai beaucoup d'admiration, plus d'admiration encore aujourd'hui que je connais mieux ce personnage qu'avant à travers l'icône un peu
opaque que le grand public connaît. Donc c'était ce parcours humain, cette trajectoire d'un créateur qui se trouve confronté à des obstacles apparemment insurmontables, à la dictature des studios hollywoodiens qui ont un modèle assez rigide, il faut faire de l'argent, on ne peut pas le leur reprocher, ce sont des financiers avant tout. Mais lui, c'est l'artiste face à ce système qui va essayer de trouver une manière de s'immiscer dedans. Et la clé pour lui, ce sera d'utiliser tout ce qu'il possède, principalement son argent, pour donner vie à sa vision. Et ça, c'est assez inhabituel à Hollywood parce qu'on utilise l'argent des autres, l'argent des banques. Lui va décider de mettre tout son argent personnel dedans. Et c'est ce qu'on va raconter dans ce tome 2 et qui est assez étonnant. C'est comment il va essayer d'acquérir son indépendance définitivement en misant tout ce qu'il a sur ce pari. C'est un homme habité par sa création qui réussit à fédérer énormément de personnes autour de lui. C'est aussi l'histoire d'une équipe Star Wars, d'une équipe d'amis. On rencontre Spielberg, on rencontre Coppola. Il y avait d'autres visionnaires aussi autour de lui. Il y a comme aussi une équipe fédérée autour de cette volonté de mettre le rêve en majesté. Absolument, c'est ce qu'on a souhaité raconter dans ce livre. C'est aussi le fait que la création à ce niveau ne se fait pas seule dans le cinéma. C'est un sport d'équipe. On ne peut pas faire un film comme ça tout seul. Et Lucas avait avec lui des alliés très puissants, pas forcément puissants en termes d'argent ou d'influence à Hollywood, mais des alliés sur la partie créative. Il était entouré de Coppola, de Spielberg. Ils se sont tous retrouvés au même moment, au même endroit. C'est assez extraordinaire, mais tous ceux qui vont définir le nouvel Hollywood, donc Scorsese, Coppola, Spielberg, vont être dans la sphère de Lucas. Certains vont l'aider, d'autres moins, parce qu'ils vont être cruellement sincères avec lui et lui dire qu'ils ne croient pas du tout en son projet. Mais néanmoins, tous ces gens-là alimentent sa réflexion et son approche créative. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi tous les gens qui font un film, qui sont en coulisses. Et dans le cas de Star Wars, c'est énormément de talent, du directeur de la photo jusqu'aux gens qui l'ont aidé à faire le scénario, aux acteurs, évidemment, tous les techniciens, les maquilleurs spéciaux, les accessoiristes, tous ces talents-là qui vont tous se rejoindre sur ce projet. Et puis, il y a dans la sphère personnelle de Lucas, évidemment, une alliée de taille, sa femme, qui est méconnue du grand public parce que leur histoire s'est très mal terminée. Et peut-être le défaut qu'on peut reprocher à Lucas, c'est d'être assez rancunier. Donc il n'aura jamais pardonné à sa femme de l'avoir quitté. Ce sera la tragédie de sa vie, et c'est ce qu'on raconte dans ce livre également, comment leur relation va évoluer. Mais néanmoins, ça a été son rock, ça a été son allié principal, sa force, et aussi créativement, son impact a été énorme. Donc c'était important de lui rendre hommage dans ce livre et de la remettre à la place centrale qu'elle mérite. À la place centrale, oui, vous l'accordez à tous les autres, et je pense notamment aux techniciens, qui eux aussi débordent de créativité pour que le film puisse se faire. À partir de rien, ils arrivent à créer des choses. C'est un délire, ce tournage. Oui, c'est un délire, ce film. C'est-à-dire que la vision de George Lucas ne pouvait exister qu'avec la création de nouveaux moyens technologiques. C'est assez incroyable. Il a monté ce studio, ILM, à partir de rien. C'est une industrie qui n'existait pas. On ne savait pas faire des effets spéciaux comme ça à l'époque. Le seul qui avait fait quelque chose de comparable à la vision de Lucas, c'était Kubrick, avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais c'était un film assez statique. C'est-à-dire que les effets spéciaux sont époustouflants, mais on est loin de la vision film d'action que Lucas voulait. Donc, il a fallu inventer des moyens qui n'existaient pas. Et ça, c'est vraiment le visionnaire qui se dit, ça n'existe pas, faisons-le. En plus de tout le reste, il se dit, faisons ça, créons quelque chose de nouveau. Alors, il a mis son argent dans le projet, tout ce qu'il avait gagné avec son précédent film. Il a pris de gros risques, mais il a su quand même dénicher des talents qui vont devenir des grands noms de l'industrie des effets spéciaux et qui auront une illustre carrière par la suite. Donc, c'est la conjonction de toutes ces chances incroyables, en fait, parce que c'est accumuler une chance sur 100 à chaque fois de réussir quelque chose, et au final, on peine à croire que ça a été possible, tellement c'était improbable d'accumuler toutes ces opportunités et ces chances. Eux aussi débordent de créativité, on est presque dans le système D. Clairement, mais Lucas connaît aussi très très bien le cinéma. Il a étudié notamment le cinéma français à la faculté. Il était un grand admirateur de Godard. Et donc il connaît les rouages du cinéma, comment on fait les films, et ça ne lui fait pas peur de bricoler. Et quand on a peu de moyens et qu'on se lance, on bricole. Et quand ils ont monté ce studio ILM, c'est assez amusant, mais il manquait de main-d'œuvre et donc ils engageaient un peu tous les gens qu'ils trouvaient. Et si un copain traînait chez sa mère et n'avait pas de job, alors on l'employait, on le faisait venir et on le faisait participer à la création des maquettes. Voilà, donc il y a des gens qui se sont découverts comme ça et qui ont fait ensuite des carrières très intéressantes. Mais il fallait être astucieux et compenser le manque de moyens par l'astuce. Il n'y a pas une histoire de pommes de terre à un moment donné aussi? Absolument. Alors après, pour l'anecdote. Bien sûr. Alors dans l'Empire contre-attaque, c'est vrai que les délais étaient terribles. Et comme le film avait pris tellement de retard pendant le tournage,
Ceux qui ont écopé en fait de tout ça, ce sont les gens de chez ILM qui ont dû produire des effets spéciaux en très 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 peu de temps. Et Lucas en plus était très exigeant, donc il demandait beaucoup à ses équipes, mais avec encore moins de temps. Donc il travaillait en faisant les 3/8, c'était une cadence infernale. Et parfois il fallait couper le fromage pour réussir à trouver une solution. Et notamment un des ingénieurs sur le film a eu l'idée d'utiliser des pommes de terre pour incarner les astéroïdes, parce que c'était trop long de sculpter des astéroïdes. Donc ils se sont dit, une pomme de terre en arrière-plan, personne ne le remarquera. Et ça a fonctionné. Vous-même, vous êtes passionné par Star Wars depuis plusieurs décennies, 20 ans. Oui. Avez-vous quand même découvert quelque chose en explorant ce tournage, en travaillant ? Plus que sur la dimension technique des films qui a été beaucoup exploitée, mise en avant, commentée dans tous les making-of officiels, parce que Lucas trouvait que c'était plus intéressant de mettre ça en avant. Donc le grand public a beaucoup vu comment ces films ont été faits. Mais moi, ce que j'ai découvert et ce qui m'a plus intéressé, c'était la dimension humaine, ce qui se passe en coulisses. J'ai d'intérêt pour toutes les questions de contrat, notamment, avec les studios, tout, parce que c'est le nerf de la guerre, l'argent, dans cet univers. Et c'est très intéressant de voir les interactions avec les responsables des studios, les coups bas. On le voit dans le livre sur l'Empire contre-attaque. Ils vont essayer, à la première occasion, de déposséder Lucas de son film. Et donc, ça, c'est cette noirceur qui m'intéresse, qui est l'envers du décor et qui est indissociable du cinéma aux États-Unis et certainement dans le monde entier, parce que c'est des sommes considérables. Donc les enjeux sont énormes et ça se négocie à couteau tiré. Et on ne se fait pas de cadeaux. Et Lucas l'a bien compris. Il a compris que pour acquérir sa liberté, son indépendance à Hollywood, il fallait s'extraire du système, devenir réellement indépendant, et ça ne passe que par l'argent. Et donc son calcul, c'était ça. Et on lui a beaucoup reproché, parce qu'on n'a pas compris pourquoi il a fait tant de merchandising, de jouets, et que Star Wars est devenu une telle industrie de produits dérivés. Mais ce n'était pas dans un but de s'enrichir, c'était uniquement dans l'intention d'acquérir une indépendance totale. Il faut beaucoup d'argent pour faire des films, et il a compris qu'en faisant ça en parallèle, il pourrait se détacher et ne plus avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Parce qu'il avait tellement souffert à ses débuts d'être à la merci des studios qui avaient droit de vie ou de mort sur ses films, que l'intérêt pour lui, c'était d'acquérir l'indépendance financière. C'est ce qui est très intéressant dans votre série, c'est de voir ce mélange d'ingénuité, de rêve et de pragmatisme. Il a vraiment ces deux dimensions cohabitent en lui et c'est très intéressant. Mais oui, pour acquérir sa liberté, il est capable d'un pragmatisme qui est peut-être antinomique avec le rêve, entre guillemets, mais il est capable de ça. C'est vrai, c'est cette dualité. Vous avez vraiment exploré cette dualité, vous ? Oui, il y a cette dualité qui est fondamentale et qui trouve ses origines dans son enfance et dans l'éducation de son père, qui était très stricte, mais qui lui a aussi inculqué les valeurs du travail. Donc il en a souffert quand il était jeune et il était en opposition à l'adolescence contre son père. Mais finalement, ça a déteint sur lui et il a conservé ses valeurs de travail. C'est quelqu'un qui se mettait tous les jours à sa table de travail pour écrire. Il passait 8 heures par jour. Même s'il n'écrivait rien, il restait à son bureau à essayer. C'était pas son point fort, apparemment. Non, c'était pas son point fort, mais malgré tout, c'est la clé de son succès, c'est d'avoir cette dualité entre le côté rêveur, créatif, et puis en même temps très carré quand il s'agit des affaires. Et aussi, il faut le préciser, et ça c'est assez étonnant, c'est très très honnête. Pour vous donner un exemple qui m'a surpris, parce que c'est tellement rare dans ce business, il chapeautait ses équipes pour les produits dérivés. Il disait toujours à ses équipes, à l'époque où Star Wars était gigantesque et que tout le monde voulait acheter la licence Star Wars pour faire des produits dérivés, ils étaient en position de force, juste derrière Disney en termes de volume. Et il disait à ses équipes, les gens veulent notre marque, veulent l'utiliser, on est en position de force, mais ne soyons pas injustes, ne soyons pas malhonnêtes, n'essayons pas de presser le citron au maximum, de demander des taux de royalty délirants. Alors que c'est souvent ce qui se fait dans ce milieu. Et lui, il restait toujours juste vis-à-vis de ça. C'est très intéressant, parce que c'est cette éthique héritée de son père, cette envie de rester honnête et juste, malgré tout. Cette rigueur aussi. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une ode au rêve avec les guerres de Lucas ? Parce qu'effectivement, vous mettez très bien en scène ce combat d'un homme contre un système, comme vous disiez, vérolé par l'argent. Mais est-ce que c'est une manière de célébrer justement l'audace, le courage de ces esprits visionnaires ? Est-ce qu'il y a cette volonté dans votre travail ? Tout à fait. C'était ce qui m'a vraiment personnellement attiré vers cette histoire. C'est une très belle histoire, source d'inspiration, enthousiasmante, foncièrement optimiste. C'est vraiment David contre Goliath, mais à quel point il est David, à quel point c'est un petit bonhomme qui paie pas de mine, qui part perdant contre ce système. Et il va réussir à travers les qualités nobles qu'on a évoquées, mais également parce qu'il y a le rêve derrière. Il y a l'envie de vendre du rêve, de faire rêver les gens. De la même manière que Star Wars, c'est quelque chose qui fait rêver, qui a fait rêver les enfants et qui continue à faire rêver les enfants. Mais l'histoire de Lucas aussi, elle fait rêver parce qu'elle est réelle. On n'est pas dans la fiction, on est dans la réalité. Et on voit qu'on peut réussir quelque chose d'aussi énorme avec peu de choses. Je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde a.
Le rêve, la détermination, l'envie sont des qualités humaines que nous avons tous, et donc important de voir quelqu'un qui arrive sans se pervertir. Il est soumis à des forces énormes, il aurait pu céder à de nombreuses reprises, mais il reste fidèle à son rêve et à ses idéaux, à son éthique. Et donc il termine cette histoire telle qu'il l'a commencée. Il n'a pas été transformé, il n'a pas été perverti ou corrompu par le système. Et ça, c'est un message très intéressant pour tous les gens qui créent et qui sont confrontés à ces dilemmes, à ces questions. C'est intéressant de voir que c'est possible. Ça l'a été, et ça l'a été d'une manière si flagrante, si énorme, que c'est une source d'inspiration. Alors, j'ai une question qui s'adresse aux spécialistes du cinéma américain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Hollywood accorde encore une place aux rêveurs ? C'est une bonne question. J'ai envie de dire, est-ce qu'il a jamais été possible de rêver complètement à Hollywood ? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est avant tout une industrie et que les studios sont aux mains de gens qui veulent faire de l'argent. Donc si on arrive à proposer du rêve rémunérateur, c'est possible. Mais malheureusement, le système aujourd'hui des studios a quand même évolué et on est vraiment face à un système qui marche par comité. C'est-à-dire que tout est fait avec le concours des gens du marketing. Tout est étudié, tout est calibré, prévu à l'avance, tout est testé. Il y a très peu de part à la spontanéité. Il y en avait plus à l'époque de Lucas. On faisait quand même des visionnages tests, on recueillait quand même les avis de spectateurs, tests pour essayer d'orienter les choses. Mais aujourd'hui, c'est poussé à un tel extrême que toute spontanéité ou sincérité est laissée sur le bas-côté. C'est assez triste. C'est extrêmement difficile de conserver le regard d'un créateur à Hollywood parce que ça passe par tellement de filtres. D'ailleurs, sur les nouveaux Star Wars, il y a ce problème-là, c'est qu'on voit qu'il y a de très bonnes idées à la base, il y a des choses très intéressantes à explorer, mais tout est lissé, ça rentre dans un cadre au fur et à mesure parce qu'on passe par tous ces filtres successifs. On ne veut pas froisser les uns, on ne veut pas déranger les autres, on veut que le grand public comprenne, on veut faire plaisir aux fans, etc., etc. Donc, on se retrouve avec des produits qui sont très lisses et qui ont perdu les aspérités qui font tout le charme du cinéma. On est loin de l'usine à rêves. On s'en éloigne malheureusement. On s'en éloigne. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Guerres de Lucas aux éditions de Mann. Merci Laurent Mann. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Aurélia Vertaldi et je suis journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt. Le Figaro hors-série, Georges de la Tour. Il fut le Caravage français, peintre des diseuses de bonne aventure et des madeleines repenties, qui transfigura la nuit à la lueur d'une bougie. À l'occasion de l'exposition du musée Jacquemart-André, le Figaro hors-série vous emmène sur les traces de Georges de la Tour. Le Figaro hors-série Georges de la Tour, en vente chez votre marchand de journaux.